Eh bien, merci Michel. Merci à tous et à toutes, plutôt à toutes et à tous d'être à nouveau avec moi pour cette deuxième séance sur l'histoire des restaurants. Donc 1850-1918, alors avec quelques peut-être prolongations jusqu'à la nouvelle cuisine qui sera une sorte d'épilogue jusqu'à la restauration d'aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai décidé de faire cette conférence sur cette histoire, cette première histoire des restaurants un petit peu dans le contexte difficile vécu par les restaurateurs, largement par une grande majorité des restaurateurs aujourd'hui, c'est-à-dire les grands et les petits, hein, pas simplement les grands restaurants ou les petits, mais absolument toute la profession qui est touchée par cette crise. Donc, effectivement, peut-être aussi, j'ai décidé de faire cette conférence un petit peu pour montrer toutes les inventions qui avaient pu avoir lieu au cours de cette à la fois longue et courte histoire, puisque, donc, pour résumer un petit peu la première séance, donc on avait commencé en 1765 pour arrêter vers 1850. De 1850 à 1918, vous allez voir qu'il y a énormément, alors là, une profusion de documents, de choses un petit peu à découvrir pour cette période très, très, très riche. Voilà. Avant de commencer un petit peu tout ça, je voulais effectivement faire un petit constat. Vers 1850, donc plusieurs chroniqueurs, plusieurs journalistes s'inquiètent du changement un petit peu des restaurants. Dans le Petit Paris de 1854, un chroniqueur va ainsi dire de tout ce que nous venons de dire, de tout ce que nous avons observé et soumis aux critériums de notre analyse, il ressort un fait incontestable, c'est que les vieux restaurants s'en vont. Le public n'en veut plus. Il a fait son temps comme toutes les choses qui ne sont pas au niveau du progrès. L'ancienne carte stéréotypée aux myriades de plats fantastiques s'en va. 4 ans plus tard, un autre chroniqueur du Figaro, donc en 1858, va encore un peu plus loin. Il dit « Les dieux s'en vont et avec eux les vieux restaurants. Que sont-elles devenues ces illustres maisons culinaires qui s'appelaient le Rocher de Cancale, le Café de Paris, le Restaurant Grignon et tant d'autres qui fleurissaient sous le Directoire? Elles ont disparu en ne nous laissant qu'un nom et le souvenir savoureux du génie de leur cuisinier. » Je ne vais pas faire des citations comme ça, mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. C'est-à-dire qu'effectivement, vers 1850, il y a une grande, et vous allez voir que c'est juste le début, hein, vous allez voir un grand changement dans l'histoire des restaurants et les grands restaurants historiques qui avaient été créés à la fin du XVIIIe siècle, donc pour la plupart sous la Révolution française, eh bien, vont disparaître à peu près au milieu du siècle, entre le milieu du siècle et la fin du XIXe siècle, je comprends bien entendu. Alors, voilà un petit peu où l'on en est. Alors, une carte pour voilà, le restaurant pour tous, c'était bien la question que c'est le sujet aujourd'hui qui nous préoccupe. Est-ce qu'effectivement, on assiste à une démocratisation du restaurant? On va voir dans quelle manière cette démocratisation a eu lieu et sous quelle forme. Évidemment, vous aurez reconnu la Tour Eiffel en construction en 1889, un petit peu au milieu de notre période. Alors, un changement géographique, j'avais essayé de vous montrer la dernière fois un petit film, mais ça n'avait pas marché. Donc là, je vous montre des images fixes pour vous montrer à quel point il y a un changement, effectivement, dans la localisation de ces restaurants. Vers 1850, alors je vous montre avec ma souris, vous voyez, on a toujours le Palais Royal qui est en baisse, hein, en chute, avec alors, les points que vous voyez indiqués, sous les points rouges, bleus et roses, ce sont les grands restaurants, hein, ceux qui vont marquer, bien sûr. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça à Paris en 1850, mais je ne les ai pas tous, bien sûr, marqués. Et en plus, on ne sait pas forcément également où ils étaient et où ils se trouvaient. Alors, en 1850, on a un petit peu cette localisation ici des principaux restaurants à Paris, donc toujours le Palais Royal comme vous voyez ici, les grands boulevards que vous voyez donc au nord ici qui clôturent ce périmètre, et puis ici vous avez les halles, hein, avec ici la pointe Saint-Eustache aux halles que vous voyez au bout, et les halles qui sont le début d'un nouveau développement des restaurants près des halles. Il ne faut pas oublier que les halles, bien sûr, vont être les halles de Baltard, vont être construites sous Napoléon III, et qu'effectivement, ça sera un lieu à la mode et ça sera un lieu assez moderne aussi. Alors, en 1870, donc tous les 20 ans, je vous montrer un petit peu l'évolution, on voit que ça se déplace un petit peu vers l'ouest, qu'on a bien sûr un nouvel axe qui va être construit sous Napoléon III, c'est l'avenue de l'Opéra, que vous voyez, qui est donc marquée ici, l'avenue de l'Opéra. Donc, on a une localisation de plus en plus occidentale, donc de ces restaurants qui vont se déplacer de plus en plus vers l'ouest. On remarque que le Palais Royal est en nette régression et quasiment à l'abandon à cette époque-là. Un lieu de naissance des restaurants, comme si vous avez suivi la première conférence.
En 1890, vous voyez, ça continue à se déplacer, toujours à l'ouest. Hein. On va vers, bien sûr, les Champs-Élysées. Ici, c'est bien sûr l'Étoile que vous avez reconnue, la place de la Concorde. Et effectivement, on a ce déplacement de plus en plus important vers l'ouest. C'est confirmé en 1910. Vous voyez, là, les Champs-Élysées sont clairement un lieu à la mode, un lieu où les restaurants, il fait bon vivre, l'avenue de l'Opéra, le Café de la Paix, bien sûr, qui va s'installer là. Enfin bref. Donc, on a une orientation de plus en plus importante des restaurants. Je parle que de la rive droite parce qu'effectivement, on pourrait parler de la rive gauche, mais la rive gauche, ça a toujours été beaucoup plus tranquille. Hein. N'a pas vécu tous ces grands changements. Alors, tout ça un peu pour montrer aussi une évolution. Alors, je suis toujours dans mon introduction, donc une évolution donc, dans des lieux, puisque vous avez vu, hein, ça se déplace de plus en plus à l'ouest. Ça durera jusqu'à aujourd'hui, puisque les grands restaurants de luxe, en tout cas, sont situés généralement à l'ouest de Paris, en tout cas du côté des Champs-Élysées, ça c'est certain. Et puis, il y a un nouveau grand changement à partir des années 1850, et ça, on a tendance à l'oublier aussi, c'est le changement des horaires des repas. Donc, de 1800 à 1850, on mangeait, alors voilà les principaux repas. Alors, de 7h à 8h, c'était le déjeuner à la tasse, on appelait ça le déjeuner à la tasse, c'était notre petit déjeuner. De 10h à midi, il y avait le déjeuner à la fourchette, c'était donc, on se mangeait des grillades, on mangeait des choses salées entre 10h et midi. Et puis, de 16h à 18h, vous voyez, c'était le dîner. Donc, on dînait, c'est-à-dire que le soir, ce n'était pas le souper, c'était le dîner. On dînait très tôt, hein, jusqu'en 1850. À partir de 1850 et petit à petit, sous le Second Empire, on va avoir un déplacement des horaires des repas qui est très, très intéressant. Alors, toujours au petit déjeuner, souvent un peu plus tard, ça dépend des milieux. Les milieux mondains, les milieux un peu aristocratiques se lèvent très tard. L'expression est restée dans, par exemple, faire une matinée, c'était donc l'après-midi. La matinée, c'est l'après-midi. C'est resté dans le théâtre. Donc, la matinée de théâtre. Donc, à 18h, c'était donc à midi, c'était le déjeuner. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus tard et non plus à 10h. À 18h, c'était le dîner qui commençait avant les spectacles qui avaient lieu souvent à 6h30, donc 18h30, entre 18h30 et 19h. Et puis, 23h, de 23h30 à 2h, voire beaucoup plus tard du matin, c'est-à-dire jusqu'au fond de la nuit, c'était les fameux soupers. Entre 1850 et donc 1900, les soupers vont devenir vraiment la règle donc, de bien vivre au restaurant, notamment au restaurant à Paris. Et donc, vous voyez ici un tableau donc, de Thomas Couture que j'ai trouvé qui s'appelle Le souper à la Maison Dorée, qui date de 1855 et qui voit un petit peu ce climat qu'il y avait dans ces soupers. Alors là, ils sont tous habillés en arlequin, Pierrot au milieu. Et donc, vous voyez aussi une belle alanguille qui est donc donc on a pu, qui est Alice Ozy, qui était une maîtresse du peintre Thomas Couture et qui a été représentée dans ce tableau qui donc décrit bien sûr une sorte de décadence, une sorte de folie de ces soupers parisiens qui vont vraiment battre leur plein, on va dire, sous le Second Empire, d'une manière absolument générale avec les cocottes et autres demoiselles de petite vertu. Cet aspect du restaurant au 19e, donc entre la deuxième partie du 19e siècle, est très très important. Ici, vous avez un tableau de Jean Béraud qui s'appelle Le dîner aux ambassadeurs. Les ambassadeurs, on voit à l'arrière, on voit la salle de spectacle, hein, on voit donc la scène, est tout à fait symptomatique de cette époque où effectivement on appelle les restaurants, on appelle même les restaurants des restaurants lupanards, hein, à quel point c'est un lieu où les femmes étaient, en tout cas les femmes de bonne famille, mariées, n'avaient quasiment pas droit d'y aller. Et donc, la plupart du temps, c'était effectivement des femmes entretenues, des demi-mondaines ou semi-mondaines, comme on disait à l'époque. Hein. Donc, toutes ces femmes qui donc étaient invitées au restaurant pour les soupers galants. Je vais aller vite parce qu'on a plein de tableaux là-dessus. Je vais essayer de vous montrer donc, ce tableau de Gervex, Henri Gervex, Une soirée au Pré-Catelan, qui date de 1909, où l'on voit effectivement que les messieurs sont plutôt d'un âge certain et les dames d'un âge plus jeune, pour ne pas dire autre chose. Et effectivement, le Pré-Catelan, qui existe encore aujourd'hui, hein, avec un grand chef, donc Anton, Éric Anton, qui est aujourd'hui chef du Pré-Catelan. Le Pré-Catelan avait été construit quelques années à peine avant ce tableau, 4 ans avant ce tableau, en 1905. Donc toujours pour cet aspect mondanité et soirée galante de nuit. Un document que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Donc c'est un menu du Maxims, hein, qui date précisément du 16 avril 1908.
On voit la date qui est inscrite ici sur la droite. Et l'on a au recto, donc au verso, excusez-moi, de ce menu, on a ici un portrait d'une actrice assez célèbre à cette époque, qui s'appelait Arlette Dorgère, dessiné par le grand peintre Boldini, Giovanni Boldini, qui est notamment un peintre de mondanité de cette époque, donc belle époque. Un tableau, donc quelque chose d'assez émouvant pour moi, puisqu'effectivement, il regroupe, vous voyez, le restaurant, le menu et aussi les cocottes, hein, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Évidemment, tout se passait au restaurant, souvent dans des endroits que vous connaissez peut-être, qui sont les cabinets ou petits cabinets que l'on pouvait privatiser. C'était tellement important que, par exemple, au Café Riche, qui était célèbre pour ses petits cabinets, notamment un cabinet qui s'appelait le numéro 16, qui était un cabinet emblématique où toutes les classes politiques étaient venues s'encanailler dans ces cabinets. Il se faisait chez La Pérouse. La Pérouse, qui est un restaurant qui date peut-être du XVIIIe siècle, on ne connaît pas la date, mais dont les décors ont été refaits dans les années 1850-55. Il y avait ces petits cabinets privatifs où effectivement on pouvait être tout à fait tranquille pour vaquer ses occupations, manger, mais pas que. Alors voilà, on va aborder peut-être les vraies questions maintenant de cette partie, à savoir que, bien sûr, c'est le début du tourisme de luxe. Ici, un tableau de Pierre-Georges Jagnot, Le dîner à l'hôtel Ritz, qui date de 1904. L'hôtel Ritz a été créé en 1898, donc vous voyez, à la fin du 19e siècle, à toute fin du 19e siècle, et c'est le début des palaces. Mais qui a été à Paris? Quel est le palace qui a commencé toute cette aventure du tourisme de luxe? Eh bien, il s'agit bien sûr du Grand Hôtel. Vous voyez ici le Grand Hôtel avec le Café de la Paix, qui existe toujours juste à côté de l'Opéra de Paris, le Café de la Paix 1862, et le Grand Hôtel qui est au-dessus, qui existe toujours. C'est une invention absolument incroyable pour l'époque. Après l'hôtel du Louvre, qui date de 1855, qui était de l'autre côté de l'avenue de l'Opéra, eh bien, cet hôtel était le premier en Europe à avoir autant de modernité. Il y avait 726 chambres, 4000 becs de gaz, donc c'était un des premiers établissements éclairés au gaz, ascenseur, boutique, salon privé, bar américain, coiffeur, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Bref, ça invente vraiment le tourisme, le palace, bien avant encore Escoffier. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission l'autre jour, mais bien avant ça. Donc, et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, donc précurseur à Paris. Voilà la salle qui était la salle centrale, donc qui était à l'espace de restauration. C'était aussi une salle de bal. Donc, effectivement, on pouvait enlever les chaises et les tables et puis ensuite pouvoir danser dans cet énorme espace qui était donc à l'hôtel, au Grand Hôtel. Donc, sera suivi donc encore une vue actuelle vous voyez un petit peu le style tout à fait Second Empire, qui est un style un peu Louis XIV, donc un espace tout à fait énorme qui sera amené à être donc reproduit dans d'autres palaces. Bien sûr, l'autre palace, on va parler bien sûr du Ritz, 1898, le Crillon, 1909, le Lutetia, 1910, et le Plaza Athénée, 1913. Tout ça, le Bristol, c'est beaucoup plus tard, enfin c'est plus tard, 1925, Georges V, 1928, et le Royal Monceau, 1928 également. Donc vous voyez que toute cette période-là, en quelques années à peine, des grands palaces parisiens vont se construire sur ce modèle du grand hôtel de l'Opéra. Alors bien sûr, Escoffier, on pourra en parler très longtemps. Ça va être donc le créateur du Ritz, notamment avec donc son ami Georges Ritz, donc qui va créer donc cette un petit peu grande nouveauté des grands restaurants de palace et surtout créer les brigades telles qu'elles se présentent aujourd'hui encore dans les cuisines des grands palaces. Parce qu'effectivement, pour nourrir 700 personnes d'un seul coup ou 500 personnes, comme c'est le cas dans certains palaces, eh bien, il faut effectivement avoir une organisation en cuisine impeccable. Et donc, on a appelé aussi ça le taylorisme un petit peu de la cuisine, l'inventeur du taylorisme en cuisine, et puis aussi, bien sûr, un grand chef cuisinier, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Il a inventé, bien sûr, des plats emblématiques. C'était la pêche Melba, comme vous voyez ici, en l'honneur donc de la cantatrice Melba. Et donc, c'était effectivement quelqu'un, donc un chef qui va lancer un petit peu bien sûr, le restaurant haut de gamme, haute cuisine,
mais en changeant complètement les normes telles qu'ils avaient l'habitude autrefois. Bien sûr, dans les grands restaurants du Palais Royal, ça se présentait évidemment pas du tout de la même façon, on ne mangeait pas du tout non plus les mêmes choses. Alors, à titre, bien sûr, par exemple, je vous ai montré ici, je vous montre ici un menu du 13 mai 1894, donc au menu de l'hôtel Continental. C'est un hôtel de la rue de Rivoli qui était très, très luxueux. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Vestine. Donc, il existe toujours, ce palace, et on peut y voir un petit peu ce qu'on pouvait y manger. Donc, vous voyez, à l'extrême fin du 19e siècle, toujours avec un ordre, vous voyez, potage, relevé, entrée, rôt, entremets, vin, donc un service à la française, avec encore pas mal de plats, même si on a réduit considérablement par rapport, bien sûr, à la première moitié du 19e siècle. L'invention du tourisme, c'est aussi le guide Michelin. 1900, première édition du guide Michelin qui sera amené, comme vous le savez plus tard, en 1933, à distribuer ses étoiles pour les meilleurs restaurants de la gastronomie française. Et vous voyez, 1933, c'est très tardif par rapport à la création du guide Michelin, qui au départ était un vendeur de pneus, comme vous le savez. Alors, la deuxième partie, très importante aussi pour comprendre un peu cette ébullition, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour parler du monde de la restauration à cette époque, c'est le rôle très important donc, des expositions universelles. Ici, vous voyez à droite un superbe menu qui est du Pavillon Bleu, un restaurant éphémère qui a été construit au pied de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1900. C'est un décor qui est donc une superbe décoration signée par Eugène Grasset, qui est le créateur de Larousse. Hein, je sème à tout vent, c'est lui qui va décider ça. Puis on va voir une autre représentation après de lui. L'exposition universelle, c'est quelques chiffres hein, pour vous dire quand même à quel point c'est vraiment un changement d'époque absolu. Voilà. De 5 millions en 1855, 5 millions de visiteurs en 1855, première exposition donc à Paris, universelle. On passe à 51 millions de visiteurs en 1900. Là, c'est toujours l'exposition de 1900, 55 millions de visiteurs. Autant dire que pour accueillir tout ce petit monde qui vient du monde entier, hein, eh bien, il faut les loger, bien sûr, il faut des hôtels, mais il faut aussi des restaurants pour les nourrir. Ici, vous voyez donc le restaurant de la maison Camerzel dans le vieux Strasbourg qui a été reconstruite à l'identique, qui existe toujours également hein, à Strasbourg, une institution de Strasbourg qui a été reconstruite à l'identique au pied de la Tour Eiffel. Voilà. Autour, on voit plein de drapeaux et c'est de la publicité pour cette maison hein, et qui dit bienvenue dans la maison Camerzel dans toutes les langues du monde, et même en breton et même dans les langues régionales. Tout ce mouvement des expositions universelles de 1900 qui va drainer tellement de monde va aussi amener des changements dans la décoration des restaurants et amener également des rénovations importantes. Ici, vous voyez le train bleu que vous avez peut-être reconnu à la gare de Lyon, qui elle va être entièrement rénovée pour l'exposition universelle de 1900 et on va y mettre un énorme restaurant que vous connaissez certainement, vous avez certainement été déjà auparavant. Donc, le train bleu qui date de 1901, qui ne s'appelait pas le train bleu à l'époque, c'était le buffet de la gare. C'est un monument aussi, en tout cas en termes de restaurant, 70 mètres de long, 13 mètres de large et 8 mètres de hauteur pour cette salle de restaurant qui effectivement a gardé ces décors extrêmement importants. Toujours dans cette époque, vers 1900, là on est en 1898, donc quelques années auparavant, eh bien, on va restaurer certains anciens restaurants, les mettre au goût du jour. Hein, ça, on voit tout de suite cette besoin de modernité. Sinon, si on les met plus au goût du jour, eh bien, bien sûr, les gens ne s'y pressent plus. Donc, il y a vraiment une invention incroyable à cette époque. Ici, je vous montre un autre restaurant qui existe toujours avec ces décors classiques, ces petits cabinets comme vous voyez à droite. C'est le Pharamond, qui était une institution encore très, très bon. Aujourd'hui, on y mange malheureusement plus très, très, très bien, mais donc une invention d'un certain, bien sûr, Pharamond, qui s'y installe donc en 1887. Il va refaire donc les décors en 1898 en prévision de l'exposition de 1900. Un autre restaurant, alors vous voyez, c'est toujours dans l'esprit Art Nouveau, hein, bien sûr, tous ces restaurants qui ont été classés pour la plupart dans les années 1980, c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps, hein, ce sont souvent, pas tous, mais la plupart, la grosse majorité, ce sont des restaurants Art Nouveau, avec ce goût du décor, du décorum, hein, qui plaisait tant à la belle époque. Ici encore un Eugène Grasset, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le menu du Pavillon Bleu, qui a réalisé ce décor du cochon à l'oreille, qui est un petit restaurant du quartier des Halles.
Voilà la troisième partie un petit peu de ce grand changement des restaurants. C'est aussi l'invention du bouillon. Alors, si vous avez suivi la première séance, le bouillon, c'est la naissance du restaurant en 1765 avec Boulanger qui invente le bouillon restaurant. Et puis, on a un retour vers 1860 de ce fameux bouillon. Ça sera pour commencer les bouillons Duval. Alors ici, ce que vous voyez sur la droite, c'est une super photo de Cartet qui date de 1934 et qui est le bouillon des Halles, qui était le bouillon Chartier. On va expliquer un petit peu pourquoi. Et vous voyez, c'est une photo de 1934. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Cartet, André Cartet a dit déjeuner souvent ici, le chartier du quartier latin qui a gardé son caractère 1900. Vous voyez, moi j'aime beaucoup parce que c'est pour dire qu'en 1934, on aimait encore ce goût, cette décoration 1900. Alors, qu'est-ce que c'est que, bien sûr, alors notre représentation ici, le petit Ramponneau, donc vous voyez, c'est des restaurants beaucoup plus modestes. On est passé du très, très, très select au moins select, vous voyez, sur ces images. Le petit Ramponneau, ça va être ici, donc, dans l'illustration de 1852. On voit très bien comment s'organise un petit peu la salle. Les gens mangent un petit peu debout. C'est déjà un buffet avec les assiettes, on se sert. Vous voyez la modernité pour les années 1850 à peu près de ce type de restauration populaire, hein, bien sûr, c'est très populaire. On n'est pas encore dans le bouillon ici. Voilà les bouillons Duval. Le bouillon Duval, donc, c'est le grand inventeur de quelque chose qui va avoir un succès phénoménal, hein, puisqu'on estime à peu près qu'il y avait une centaine de bouillons à Paris vers 1900. Ces bouillons, aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques-uns. Le bouillon Chartier à Montparnasse et le bouillon Chartier aussi, bien sûr, donc du côté des Folies Bergères et des Grands Boulevards, qui a gardé son nom, mais il y en avait énorme, pléthore un petit peu partout. Alors, qui avait créé ces bouillons? C'était surtout Alexandre Duval, qui donc avait eu l'idée géniale de faire un petit peu, de grouper un petit peu ces restaurants selon le même modèle, le même menu, la même carte, où on avait l'impression de manger très très bien, mais finalement on n'y mangeait pas forcément très bien, mais ça bénéficiait à tout le monde. Extrêmement populaire, peu coûteux, avec un succès phénoménal à l'époque. Tellement phénoménal que, bien sûr, certains n'y voyaient pas vraiment que des belles choses et disaient que ça, bien sûr, nuisait à l'image même du restaurant qui était réservé normalement pour une certaine élite. Ainsi, les frères Goncourt, en 1866, dans leur journal très connu, dit « L'avarice des gens très riches de ce temps », donc on est en 1866, a découvert une très jolie hypocrisie, la simplicité des goûts. Les millionnaires parlent de dîner chez Duval, donc Duval, vous voyez ces bouillons que vous voyez ici, et de porter des sabots à la campagne. Vous voyez, un changement de mœurs considérable par rapport à la première moitié du 19e siècle. La grande invention de Duval, qui va un petit peu avoir des problèmes puisqu'il va tellement être riche par ses bouillons qu'il va s'acoquiner avec une cocotte, une courtisane du Second Empire qui s'appelle Cora Pearl, et il va faire faillite. En tout cas, on va dire, il va prendre le bouillon. L'expression prendre le bouillon vient d'ailleurs de cette espèce de faillite de Duval. Après Duval, comme je vous l'ai dit, c'est les Chartier qui vont reprendre ses adresses. La grande invention donc de Duval, ça a été de mettre des serveuses bien mises donc dans tous ces établissements. Ici, un tableau de Renoir qui représente justement cette serveuse de bouillon vers 1875. Un succès incroyable puisqu'il n'y avait que des serveurs auparavant. Gonchartier, voilà, donc vous connaissez sans doute, qui est une institution parisienne qui existe toujours. Alors, pour aller vite, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ces bouillons et sur ces brasseries, l'invention de la brasserie, bien sûr aussi, ça date des années 1860, mais surtout 1870, après la guerre donc, contre la Prusse. Après 1870, les brasseries vont envahir Paris. Alors ici, j'ai un tableau de Manet, qui est à gauche, qui s'appelle le Bomboc. Le Bomboc, c'était une brasserie assez connue du côté de Montparnasse, et on y mangeait très bien, on y faisait les dîners du Bomboc. Donc ici, on le voit très bien avec une chopine de bière, et puis une brasserie qui n'a pas marché très très longtemps. À droite, la brasserie des frites révolutionnaires en 1888, inventée par un ancien communard et qui avait décidé de donc créer ces frites à emporter aussi ou à consommer. Il livrait les frites chez les gens. Vous voyez, on est en 1888. Vous voyez un petit peu quand même, il y avait beaucoup de modernité et beaucoup de choses inventées à cette époque.
autre chose, on pourrait épiloguer longtemps. Les brasseries à femmes du quartier latin vont se développer elles aussi à partir des années 1867, 1870. Ce sont des lieux de perdition pour les étudiants de la rive gauche qui mangeaient peu cher, qui mangeaient d'ailleurs pas beaucoup, ils buvaient surtout des bières, et donc servis par ces serveuses de bière qui étaient souvent des prostituées également. Donc vous voyez toute une ambiance qui a bien sûr totalement disparu. Pour citer une brasserie importante, c'est la première vraiment inscrite à Paris, c'est la brasserie Bofinger, ou Bofinger, comme vous voudrez, qui est donc à Bastille, près à l'époque de la gare Bastille, parce qu'évidemment, toutes ces brasseries s'installaient près des gares, des lieux éminemment fréquentés. La gare de Bastille a disparu, mais la brasserie, elle, est restée. Voilà un petit peu où l'on en est à cette fin de période, donc en 1900, vers 1900, 1918. Une grande page se tourne, puisque bien sûr, les grands restaurants qui avaient marqué l'histoire des restaurants du début, alors je cite la Maison Dorée ici, donc va fermer en 1902. La Maison Dorée, vous la voyez en haut à gauche. En 1913, il va y avoir, alors en 1913, ici, il y a le Café Anglais qui va fermer le 1913, Peters, une autre adresse très célèbre qui n'aura qu'une cinquantaine d'années, mais alors que les autres ont au moins 100 ans d'âge. Ici, Marguerite, une autre adresse très fameuse avec son décor néogothique, que vous voyez ici, ou encore le Champeau, dans le style plombéen que vous voyez ici en bas à gauche, le Champeau qui est une adresse près de la Bourse et qui va fermer en 1918. Donc, une hécatombe à la fin du siècle, pour plusieurs raisons. Bien sûr, la guerre de 1870 et la guerre de 1914, 14-18 vont vraiment faire des problèmes terribles à la restauration parisienne, entre autres, et à la restauration générale. Et surtout, ça va être bien sûr la fin d'une grande époque, de cette première grande époque des restaurants qui n'était plus à la mode. Vous remarquerez quand même que enfin on ne voit pas tous les restaurants de l'intérieur, mais en tout cas, aucun de ces restaurants ne sont dans le style Art Nouveau. Bien sûr, ils étaient créés avant. Ici, nous sommes dans le néogothique, ici dans le style pompéien, donc style classique, et que bien sûr, ils n'étaient plus à la mode, comme avaient dit ces chroniqueurs dont je vous ai parlé au tout début de cette conférence. Pour aller très vite et épiloguer, puisqu'on pourrait en parler des heures, vous voyez que j'ai été un petit peu rapide. Eh bien voilà, je ferai un épilogue pour dire que évidemment, bien sûr, après 1918 jusqu'à nos jours, bien sûr, les choses vont énormément changer, mais il va se passer surtout quelque chose d'important, c'est la voiture. Le tourisme, qu'on avait vu qui s'était développé avec les palaces tout à l'heure dans les grandes villes, et à Paris notamment, mais surtout le tourisme de masse, un certain tourisme va commencer à faire changer les mentalités. Ici, vous voyez bien sûr Raymond Oliver, qui était le grand chef du Grand Véfour, qui fait ses premières émissions de télé dans les années 50 et qui vont marquer durablement les émissions de télé, c'est les premières. Donc, le chef va venir à l'avant un petit peu du paysage à ce moment-là, du paysage français. Les chefs étaient, mis à part Escoffier, bien sûr, mais d'autres personnes comme ça, mais surtout Escoffier, étaient peu connus à l'époque. Et là, donc, à partir de, donc, on va dire après la guerre, les femmes vont changer leur statut, elles vont se libérer, et heureusement, après 1918, après la guerre 14. Et puis, effectivement, les chefs vont se libérer également. Donc, bien sûr, parmi ces grands chefs, et je vais terminer avec ces très grandes personnes, eh bien, il y a une femme pour commencer, bien sûr, c'est Eugénie Brasier à Lyon. Vous voyez, on part de Paris, on n'est plus à Paris là. On a pris la voiture, on a pris la Nationale 7, on est parti un petit peu conquérir le monde, et effectivement, eh bien, ce sont des femmes qui vont marquer le monde des restaurants jusqu'à aujourd'hui. On pense à Anne-Sophie Pic, bien sûr, aujourd'hui, par exemple, mais ces grandes femmes. Eugénie Brasier, la première quand même à avoir eu 3 étoiles en 1933 pour le lancement du premier guide Michelin avec des étoiles, c'est pas rien. Deuxième personne, Fernand Point, qui sera le gourou, le mentor, donc à la pyramide de Vienne de notre ami, le dernier, bien sûr, Alexandre Dumas, excusez-moi, à Saulieu, aussi autre grand chef. Toute cette génération, vous voyez, née à peu près à la même époque, à la fin du siècle, pour révolutionner, bien sûr, le monde de la cuisine. Et puis, bien sûr, Paul Bocuse, qui a été, comme je l'ai dit, élève de Fernand Point à Vienne. Ici, on le voit posant pour une statue du musée Grévin, puisqu'il va être le premier chef mis au musée Grévin comme personnalité française incontournable, mort en 1918, en 2018, excusez-moi, comme vous pouvez le savoir. Ce sont les critiques gastronomiques qui vont faire maintenant un petit peu la loi, on va dire, dans les restaurants. Ici, Go et Millot qui vont lancer la nouvelle cuisine que je termine avec cette superbe image de 1975 qui a été qui a été signé par Francis Giacobetti,
où l'on voit bien sûr tous ces éminents, bien sûr, Bocuse trônant en milieu, et tous ces éminents chefs, Alain Chapelle que vous voyez ici, Gérard, et bien sûr toutes ces grandes personnes qui vont changer complètement le monde du restaurant. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, excusez-moi. Alors j'attends vos questions. Absolument, Voilà, merci. je voulais terminer avec cette petite image. Vous voyez, 1934, excusez-moi, et je mais vive le restaurant. 1934 à droite, cuisine à emporter, restaurant, vous voyez, et c'est dans ma rue, 16 rue Michel Lecomte, j'habite là dans le 3e. Eh bien, j'ai trouvé ce document-là en 1934. On faisait déjà de la cuisine à emporter comme font les restaurateurs aujourd'hui. Oui, ils avaient tout compris. Ouais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On va déjà remercier ceux qui sont présents dans la salle. Anne, Annick, une autre Annick, Claire, Eric, Guillaume, Joseph, Nicole et Robert, notamment. Joseph. Joseph, pardon. Joseph, effectivement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On peut même vous ouvrir la salle pour directement nous rejoindre en vidéo si vous le souhaitez. Vous avez un menu sur l'application qui vous permet de converser ou de poser des questions, donc n'hésitez pas. Mais si c'était limpide à ce moment-là, bah, écoutez, C'est parfait. oui. Olivier, est-ce que tu as qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite? Ben, je ne sais pas encore parce qu'évidemment, en ce moment, les vacances vont approcher. De toute façon, au mois de juillet, il n'y aura rien de particulier. On est déjà le 11 juin. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire encore un cycle. Et c'est vrai que le format d'une demi-heure est quand même difficile. Je dois le dire, pour tout parler d'un petit peu de tout. Là, oui, on va très vite. C'est pour ça que effectivement, j'ai pas encore de choses au programme. Je voulais parler peut-être de l'approvisionnement à Paris, mais peut-être aussi revenir vers les jardins, qui ma deuxième marotte, comme tu sais. Ouais. Très bien, bah, je crois que c'était limpide, il n'y a pas de questions particulières. Du coup, on va pouvoir aller dîner, hein. Voilà, c'est l'heure de l'apéro. Merci beaucoup Olivier, c'était passionnant encore une fois et j'espère qu'il y aura d'autres fois. J'espère aussi. Il y a pas de raison. À très bientôt, merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci de votre présence. Au revoir.